Bonjour, notre invité est aujourd'hui Norbert Paganelli qui vient de publier un livre Nord-Atlas, des souvenirs d'une enfance partagée entre Paris, Alger et la Corse. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, nous recevons aujourd'hui un écrivain sur notre radio, en l'occurrence Norbert Paganelli, qui vient de sortir un dernier ouvrage qui s'appelle Nord-Atlas. Ce sont des souvenirs d'une enfance partagée entre Paris, Alger et la Corse. Bonjour Norbert. Bonjour. Alors un petit mot sur déjà le contexte de ce livre. Comment est née l'idée de cet ouvrage? Alors en fait, c'est un article. On m'a demandé un article, une sorte de nouvelle, pendant le Covid, avec deux contraintes, raconter un souvenir d'enfance et faire en sorte que ce soit lié à la Méditerranée, et notamment l'outre-Méditerranée, l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie. Voilà. Et j'ai donc raconté l'un de mes premiers souvenirs qui est lié au passage des Nord-Atlas au-dessus de Sartène. Donc c'est une action qui se passe, c'est peu après le putsch d'Alger en 58, c'est ça? Bien exactement, les généraux, la population qui était favorable à l'Algérie française avait renversé le palais du gouverneur général à Alger, et ensuite, quelques jours après, les parachutistes sont arrivés en Corse et ont occupé la Corse pendant 3 mois à peu près. Alors, c'est des souvenirs qui remontent, vous étiez jeune à l'époque, ça vous a marqué donc? Oui. Ça m'a marqué parce que figurez-vous que des avions qui passent à très basse altitude, dans le but d'effrayer la population, parce que c'était bien ça, hein, oui. le message était là, qui passaient au ras des toits et qui faisaient trembler la maison, c'est quelque chose d'épouvantable pour un enfant. Ça, je l'ai gardé en mémoire. Alors c'est des souvenirs qui sont exacts ou ça a été un petit peu, entre guillemets, romancé, accommodé? Non. Tout est exact. Parfois, j'ai attribué à une personne, j'ai attribué à Paul ce qui était à Pierre pour des questions d'équilibre littéraire, mais c'est tout. Tous les faits sont rigoureusement exacts. Alors, c'est une période dont on parle peu, en fait, cette période-là en Corse. Alors écoutez, cette période, effectivement, est assez peu méconnue, et des continentaux et des Corses. Faut dire que c'était une période assez complexe, assez trouble, parce que beaucoup de gens ne savaient pas trop ce qui se passait en Algérie. Et la mémoire est aussi oublieuse. Il a fallu ensuite, lorsque j'ai grandi, que je me renseigne, que je lise des ouvrages pour savoir exactement ce qui s'était passé, parce que c'était pas du tout clair dans ma tête. Et est-ce que depuis, vous avez rencontré des gens qui aussi se souviennent de cette époque et de ce moment-là? Bien, écoutez, oui, j'ai rencontré pas mal de personnes qui se souviennent de ce moment, notamment le fils du préfet qui a remplacé le préfet qui s'était opposé au coup de force à Ajaccio. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez pu un peu échanger? Parce que j'avais des doutes sur la véracité de certains faits. Il m'a dit, mais mon père m'a dit exactement la même chose. Ça s'est exactement passé comme ça. Alors, comment le récit est-il construit? Ça part d'une date, c'est chronologique? Voilà. Alors, en fait, ce petit récit qui avait été publié dans la revue Vagabonde avait plu à beaucoup de personnes qui m'ont dit tu devrais continuer parce que il y a dans ce récit, fait à la seconde personne, puisque je me tutoie. Oui, vous parlez à la... Je me tutoie. Exactement. C'est ce qui fait un peu l'originalité du récit. Un petit peu. Elles m'ont dit, il faudrait que tu continues parce qu'il y a des tas d'éléments qu'on a oubliés et qui nous rappellent bien la Corse de l'époque. Alors donc, j'ai déroulé le fil. Et parfois, il a fallu que je gratte un petit peu parce que les souvenirs étaient emmêlés à d'autres souvenirs et je ne savais plus comment les situer d'un point de vue historique. Mais je pense y être parvenu. Alors, j'y suis parvenu comment? En respectant la chronologie. Chaque année donne un chapitre. Et parfois, en ayant recours à d'autres éléments. Par exemple, je savais que tel événement était lié à telle chanson que j'avais entendue à la radio. Donc, il suffisait que je tape sur Google quand est sortie la chanson et après, je reconstitue. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme chanson? Alors, écoutez, question piège. Par exemple, lorsque j'arrive en Algérie, c'est les chansons d'Edith Piaf, oui. C'est La Foule, c'est les chansons de Gloria Lasso, c'est des chanteuses qui n'existent plus aujourd'hui, qu'on a oubliées comme
Marie-Josée. Une chanteuse Oui, qui Marie-Josée. s'appelait Marie-Josée. Oui, Voilà, c'est ma vrai. mère écoutait Oui. les disques de Marie-Josée. Donc, vous voyez, de fil en aiguille, comme ça, on arrive à reconstituer une étoffe qui s'est un petit peu déchirée, en quelque sorte. D'ailleurs, on va demander à Auguste, qui est à la technique, de nous trouver un disque de Marie-Josée Oui, pour par illustrer notre propos. Ou Gloria Lasso. Ou Gloria Lasso. Ce sera peut-être plus facile, Gloria Lasso. Alors, le lieu où vous avez grandi en Corse n'est pas nommé une seule fois, alors qu'il y a d'autres noms qui sont cités dans le livre. Pourquoi ce manque? C'est fait exprès, je suppose. Ce n'était pas fait exprès au départ, et je me suis moi-même interrogé. Pourquoi est-ce que je n'ai pas cité la ville où j'ai grandi? Est-ce que c'est une espèce de pudeur? Est-ce que je n'ai pas pu y répondre? Je pense que, vous savez, l'endroit où l'on a grandi a quelque chose de sacré pour nous. Hein, c'est quelque chose de sacré. Et on a parfois quelques difficultés à nommer ce qui est sacré. Il y a un poète, je sais que vous aimez beaucoup les poètes, mon cher Philippe, qui avait dit, à propos de celui qui est tout là-haut, « Le nom secret que tu portes ne se prononce pas en entier. » Et moi, j'ai fait en sorte de ne pas le prononcer du tout. Voilà. Et ceci ne change rien, parce que ceux qui me connaissent savent que c'est bien Sartène, et ceux qui ne me connaissent pas n'en ont rien à fiche, que ce soit Sartène ou une autre petite ville de Corse. Alors, ça se situe aussi dans une période où il y a une bascule. C'est la fin des années 50, début des années 60, et la Corse bascule un petit peu, entre guillemets, dans la modernité. Ah, c'est très net, c'est très très net. Je quitte la Corse en 58 pour l'Algérie, et je reviens passer une bonne année en 62. Entre les deux, entre 58 et 62, je revenais le temps des grandes, j'allais dire de très très grandes vacances, puisque je quittais l'école en Algérie au mois de juin et que je ne retrouvais l'école qu'au mois d'octobre. Mais enfin, c'était quand même l'été, c'était quand même la période estivale. Et entre 58 et 62, lorsqu'on regarde Sartène l'hiver, il y a un changement qui est fondamental. Fondamental. Vous n'avez pratiquement plus, ou très très peu, de vieux qui viennent des campagnes habillés en costume de velours. Vous avez beaucoup moins de femmes habillées en noir avec ou valsoulette, ou cap, le mouchoir sur la tête. Vous avez beaucoup moins de carrioles, beaucoup moins, et beaucoup plus de voitures. La télé n'avait pas encore pénétré les foyers en 62-63, mais les transistors étaient apparus. Hein? Alors donc, exit les vieux postes qui grésillaient, qui étaient pratiquement inaudibles, et apparaissent des transistors qui ont une sonorité tout à fait remarquable. Apparaissent les catalogues, vous voyez, la Redoute, les Trois Suisses, voilà. Apparaissent des tas d'ustensiles modernes comme les moulins à café électriques. Et surtout, j'y reviens dans le livre, le formica et le granitos. Tout le monde disait le granitos. Ah d'accord, voilà. Oui, c'était c'est un peu la marque de ces années-là. Ah, ouais. Alors, Nord Atlas, donc c'est un livre, c'est un ouvrage en prose. Alors, ça vous sort un petit peu de votre personnage de poète, en fait. Puisque jusqu'à présent, vous avez surtout publié des poésies, des ouvrages de... C'est vrai. C'est vrai, mais n'oubliez pas, Philippe, que la poésie ne se trouve pas seulement dans un poème. D'ailleurs, il peut exister des poèmes sans poésie. La poésie peut se trouver dans un roman, elle peut se trouver dans une musique, elle peut se trouver dans un tableau, dans une nouvelle. La poésie, c'est justement ce quelque chose d'indéfinissable ou de difficile à définir qui donne du charme à un texte, ou à un visage, ou à un tableau, ou à une musique. C'est pas forcément des vers. Non, c'est pas forcément des vers. Alors, on parle de poésie, justement, vous êtes un des responsables de la Maison de la Poésie. Alors, présentez-nous un petit peu cet organisme. Alors, la Maison de la Poésie est née d'un vieux projet qui avait germé en moi il y a peut-être une dizaine d'années et qui n'avait jamais abouti. Il a abouti le jour où je rencontre un Canadien qui me dit « Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de maison de la poésie en Corse ?» Ah, je me dis « Mon chien, ma préoccupation était fondée. » Donc, j'étais à l'époque avec Jean-Jacques Colonnadistre qui me dit « Écoute, on va la faire tout de suite. » Nous avons immédiatement contacté la collectivité de Corse qui nous a reçus très rapidement
et qui nous a ouvert les bras en disant on n'attendait que ça. On attendait une initiative pour créer une maison de la poésie. Et nous avons créé donc une association avec un conseil d'administration très, très, très élargi qui valide les propositions d'un bureau. Et nous mettons en place chaque année un certain nombre d'initiatives. Par exemple, un concours de poésie annuel avec une partie corse et une partie française. Par exemple, une grande manifestation qui a lieu justement sur la côte orientale, une journée entière consacrée à la poésie et à la chanson, et bien d'autres initiatives de ce type. Nous recevons aussi des poètes venus d'ailleurs. Il y a quelques mois, nous avons reçu des poètes d'ici et des poètes venus d'ailleurs pour réfléchir sur ce qu'était la poésie aujourd'hui, quel était son avenir, quelles étaient ses difficultés. Voilà. En fait, nous faisons un certain nombre d'animations. Dans toute la Corse. Dans toute la Corse. Nous n'avons pas voulu de local justement pour ça, pour pouvoir rayonner un peu partout en Corse. Il y a ce prix, donc, et ces 2 prix qui sont attribués chaque année. Voilà. Et justement, à propos de poésie, quand on pense poète, on pense plutôt à des gens d'un certain âge. Il y a beaucoup de... La jeunesse s'y met aussi à la poésie. Alors, oui... Curieusement... il y a beaucoup de jeunes chanteurs, mais est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes poètes? Il y a beaucoup de jeunes poètes. D'ailleurs, le nombre de sites sur Internet qui traitent de la poésie est énorme, de sites, de blogs. Les participants à nos concours ne sont pas forcément très très vieux. Non, il y a de tout. Il y a un engouement pour la poésie. Incontestablement. Maintenant, ce qui manque, c'est une audience auprès des médias capables de répercuter ce goût pour la poésie. Là, il y a une petite difficulté. Nous sommes là. Nous, RCI est là. Il n'y a pas de problème avec Philippe. C'est vrai que vous êtes là. Avec Auguste, on milite pour la culture, voilà. La culture insulaire, justement, une culture qui est très riche en Corse, finalement. Il y a, entre la chanson, la poésie, c'est par rapport au nombre d'habitants, c'est un nombre important quand même. C'est dû à quoi, d'après vous? Écoutez, d'abord je confirme, je suis l'auteur d'une anthologie de la poésie corse contemporaine et j'ai recensé 26 hommes et 26 femmes, et encore, il y en a qui n'ont pas voulu participer, il y en a qui n'ont pas répondu, il y en a qui ne correspondaient pas aux critères. Les 56 personnes ont toutes publié au moins un livre. Et il y en a qui n'ont pas publié, vous voyez. Donc, incontestablement, nous sommes une terre de personnes créatives. Et c'est bien. Écoutez, on imagine souvent le Corse guerrier, avec un instinct belliqueux. Or, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup plus d'artistes, à mon avis, que de chasseurs en Corse. Et pourtant, il y a beaucoup de chasseurs. Norbert Paganelli, votre actualité, c'est donc Nord Atlas, une enfance entre la Corse, l'Algérie et Paris. Quels sont vos projets? Alors, multiples, je me doute. Oui, ils sont multiples. Dites-vous bien que dès qu'on finit un livre, il y en a un autre qui est en chantier, parce que ça, c'est déjà du passé. Le Nord Atlas, c'est déjà du passé. Parce que, de toute façon, entre le moment où le livre est conçu et le moment où il sort des presses, il s'écoule un temps. Exactement. Et on ne passe pas ce temps. On arrive facilement à trouver un éditeur, justement. Là, c'est Maya, c'est ça? Là, c'est le bord de l'eau. On arrive plus facilement à trouver un éditeur pour la prose que pour la poésie. Oui. D'accord? C'est plus facile. Quelle était la question? Les projets. Les projets. Alors, j'ai pour principe, mon cher Philippe, et vous n'allez pas m'en vouloir, je ne parle jamais de mes projets parce que je suis superstitieux. Comme beaucoup. Et j'ai constaté que c'était presque une tradition en Corse. Il ne faut jamais parler de ce qu'on va faire parce que le mauvais œil peut le toucher. Donc, je ne savais pas que c'était une tradition en Corse, mais en tout cas, c'est profondément ancré en moi. Alors, oui, j'ai des projets, oui, ils sont en cours, mais... pas de violence. Pas de détails. Pas de violence, je ne parlerai pas. Norbert Paganelli, merci beaucoup d'être venu à notre micro. Puis on vous recevra avec beaucoup de plaisir pour le prochain projet. Mais c'est moi qui vous remercie, mon cher Philippe. Et merci à Auguste qui était derrière la console. Au revoir. Merci. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsega International.